Le vent glacial des Alpes françaises fouettait le visage d'Élodie Marchand tandis qu'elle avançait péniblement sur le sentier étroit, ses pas s'enfonçant dans la neige fraîche. À 28 ans, son corps portait le poids de 7 mois de grossesse, mais c'est était le fardeau de la peur qui pesait le plus lourd sur ses épaules. Chaque souffle formait un petit nuage de vapeur dans l'air glacé, et ses mains tremblaient autant de froid que d'anxiété. Derrière elle, la majestueuse demeure des Bellandes s'estompait dans l'obscurité. Cette maison qui avait été sa prison dorée pendant 2 longues années, où chaque geste était surveillé, chaque parole pesée, chaque rêve étouffé. Thierry Belland, son époux, dormait probablement encore dans leur lit conjugal, inconscient de sa fuite. Cet homme respectable aux yeux de la société locale, propriétaire terrien influent, cachait derrière sa façade d'homme d'honneur un tempérament manipulateur qui avait transformé leur mariage en un cauchemar silencieux. Élodie serra plus fort le collier de sa grand-mère, une boussole brisée qui pendait à son cou comme un talisman. Ce bijou ancien était tout ce qui lui restait de sa famille d'avant, de l'époque où elle avait encore le droit de choisir son destin. Elle avait été donnée en mariage à Thierry comme une monnaie d'échange, un arrangement entre familles qui n'avait rien à voir avec l'amour. Au début, elle avait cru que la stabilité financière compenserait l'absence de passion. Quelle naïveté! Les mois de préparation de cette fuite lui revinrent en mémoire. Les petites sommes d'argent cachées ici et là, les documents importants dissimulés dans ses affaires personnelles, les excuses inventées pour explorer les environs et mémoriser les chemins. Gaspard et Luc, les frères de Thierry, qu'avaient pour mission de la surveiller, se relayant entre l'entretien des propriétés familiales et le contrôle de ses mouvements. Mais ce soir-là, après un dîner bien arrosé, leur vigilance était relâchée. L'opportunité était enfin venue. La neige continuait de tomber, transformant le paysage en un labyrinthe blanc et silencieux. Élodie s'arrêta un instant, posant une main sur son ventre rond. Le bébé bougeait, comme s'il sentait l'agitation de sa mère. « Nous allons être libres, mon petit », murmura-t-elle dans le vent. « Plus jamais nous ne serons les prisonniers de qui que ce soit. » Mais la liberté semblait encore si lointaine. Chaque pas dans la neige profonde lui demandait un effort considérable. Ses bottes, conçues pour les salons feutrés plutôt que pour les randonnées en montagne, commençaient à laisser passer l'humidité glacée. Elle savait qu'elle devait atteindre la gare du village voisin avant l'aube, avant que son absence ne soit découverte. Le silence de la montagne était trompeur. Parfois, elle croyait entendre des voix lointaines, des pas dans la neige, le ronronnement d'un moteur. Était-ce son imagination ou la réalité qui la rattrapait déjà? Thierry avait des contacts partout dans la région. Sa réputation d'homme respectable lui ouvrait toutes les portes et sa fortune lui garantissait la loyauté de beaucoup. Élodie repensa à leur dernière dispute. 3 jours plus tôt, Thierry avait découvert qu'elle avait parlé au médecin de famille de ses bleus au poignet. Rien de grave, avait-elle prétendu, juste une chute dans l'escalier. Mais le regard du docteur avait été éloquent. Thierry était montré charmant devant le praticien, puis glacial une fois seul. « Tu ne comprends rien à notre situation, Élodie », avait-il sifflé. « Tout ce que je fais, c'est pour notre famille, pour notre enfant. Tes caprices de petite fille gâtée peuvent tout détruire. » Un craquement dans les buissons la fit sursauter. Elle s'immobilisa, retenant son souffle. Le cœur battant, elle scruta l'obscurité qui l'entourait. Rien. Peut-être un animal nocturne. Elle reprit sa marche, plus rapidement cette fois, malgré l'effort que cela représentait. La tempête s'intensifiait. Les flocons tombaient maintenant si drus qu'elle distinguait à peine le sentier. Ses cheveux châtains, échappés de son bonnet, se couvrirent de cristaux de glace. Le froid commençait à engourdir ses membres, et elle sentait ses forces décliner. Combien de kilomètres avait-elle parcouru? Combien lui en restait-il? Soudain, des faisceaux de lumière percèrent l'obscurité derrière elle. Des lampes torches. Son sang se glaça. Il l'avait retrouvée. Élodie accéléra le pas autant qu'elle le put, mais son corps enceint la ralentissait considérablement. Les voix se rapprochaient, distinctes maintenant dans le silence nocturne. « Par ici, j'ai vu des traces !» cria une voix qu'elle reconnut immédiatement, Gaspard. « Elle ne peut pas être loin avec son état, » répondit Luc. Élodie quitta le sentier principal, s'enfonçant dans les bois denses.
Les branches basses accrochaient ses vêtements, griffaient son visage. Derrière elle, les lumières se multipliaient. Elle comprit qu'ils étaient plusieurs à sa recherche. Essoufflée, elle déboucha dans une clairière isolée. Au centre se dressait une vieille estacade rouillée, vestige d'une ancienne exploitation forestière. C'est là qu'ils la rattrapèrent. Gaspard et Luc émergèrent des bois, leurs visages durs éclairés par leurs torches. « Tu nous as causé bien du souci, Élodie », dit Gaspard d'un ton faussement paternel. Thierry est dans tous ses états. Il faut rentrer maintenant. Mais quelque chose dans leur regard lui dit qu'ils n'avaient pas l'intention de la ramener tout de suite à la maison. Si cette histoire t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de mettre « j'aime ». Dis-nous de quelle ville tu nous regardes. Nous continuons. Tu ne comprends donc pas, Élodie. La voix de Luc était plus douce que celle de son frère, mais tout aussi implacable. Nous sommes ta famille maintenant. On ne fuit pas sa famille. Élodie recula instinctivement vers l'estacade rouillée, ses mains protégeant son ventre. La neige continuait de tomber, formant un rideau blanc autour de la clairière. Dans la lumière dansante des torches, les visages des deux hommes semblaient sculptés dans la glace. « Je ne veux faire de mal à personne », dit-elle d'une voix tremblante. « Je veux juste partir. Laissez-moi partir avec mon enfant. » Gaspard secoua la tête avec une expression de fausse compassion. « Tu es malade, Élodie. La grossesse, le stress, ça affecte l'esprit des femmes. Thierry nous l'a expliqué. Tu as besoin de repos, pas d'une fugue dans la montagne par ce temps. »« Je ne suis pas malade, » protesta-t-elle. « Je suis prisonnière. Vous ne voyez donc pas ce qu'il me fait. » Les deux frères échangèrent un regard entendu. Luc s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. « Allons, Élodie. Thierry t'aime. Il nous a dit que tu avais des idées étranges ces derniers temps. C'est normal. Beaucoup de femmes enceintes traversent des périodes difficiles. » La manipulation était si parfaite, si bien rodée, que Élodie comprit que ce n'était pas la première fois qu'il la pratiquait. Combien de femmes avant elle avaient-elles été réduites au silence par ces mêmes arguments? Son cœur se serra en pensant à toutes celles qui n'avaient peut-être jamais eu le courage de fuir. « Vous allez me ramener chez lui, c'est ça ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. Gaspard hocha la tête. « Mais d'abord, tu dois apprendre à respecter ta famille, à comprendre que tes caprices peuvent avoir des conséquences graves. » Ils l'attrapèrent par les bras, ignorant ses protestations et sa condition. Malgré sa résistance, ils la traînèrent jusqu'à l'estacade et l'attachèrent avec une corde qu'ils avaient apportée. Élodie réalisa avec horreur qu'ils avaient préparé ce moment, qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient lui faire. « Ce n'est que temporaire, » dit Luc en serrant les nœuds. « Le temps que tu réfléchisses à tes erreurs. Nous reviendrons te chercher dans quelques heures, quand tu auras retrouvé la raison. »« Et si je ne la retrouve pas ?» murmura Élodie. La voix brisée par l'émotion. Gaspard haussa les épaules. « Alors tu apprendras à vivre avec les conséquences de tes choix. » Ils repartirent, leurs torches éloignant peu à peu jusqu'à disparaître complètement, laissant Élodie seule dans l'obscurité glaciale de la montagne. Le silence qui suivit leur départ était assourdissant. Seul le sifflement du vent dans les arbres brisait le calme oppressant de la nuit. Attachée à ce poteau rouillé, Élodie sentit le désespoir l'envahir. Le froid pénétrait ses vêtements, s'infiltrait dans ses os. Ses mains et ses pieds commençaient à s'engourdir dangereusement. Elle tira sur ses liens, mais les nœuds étaient trop serrés, trop bien faits. « Mon bébé ?» chuchota-t-elle en posant ses mains liées sur son ventre. « Je suis désolée, mon petit. » Maman a essayé. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle. La neige s'accumulait sur ses épaules, dans ses cheveux. Élodie luttait pour rester consciente, mais ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Le froid était en train de gagner la bataille contre sa volonté de survie. Elle repensa à sa vie d'avant, à l'époque où elle était encore libre de ses choix. Institutrice dans une petite école de village. Elle aimait son travail, ses élèves, sa petite maison près de la rivière. Puis étaient arrivées les difficultés financières, la fermeture de l'école, la proposition de mariage de Thierry qui semblait tomber du ciel comme une solution miraculeuse. « Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé », avait-il promis lors de leur première rencontre arrangée par des amis communs. Sécurité, confort, respect. Tu ne manqueras jamais de rien. Il avait tenu parole, d'une certaine manière. Elle n'avait effectivement manqué de rien, sauf de liberté, de respect véritable, d'amour sincère.
La cage dorée était restée une cage. Un bruit sourd la ramena brutalement au présent. Des pas dans la neige, différents de ceux des frères Belland, plus lourds, plus mesurés. Une silhouette émergea de la forêt, tenant une lanterne qui projetait une lumière chaude et rassurante. L'homme qui s'approchait était grand, la quarantaine peut-être, avec des cheveux sombres parsemés de gris et un visage marqué par les épreuves. Ses yeux, d'un bleu profond, exprimaient une surprise mêlée d'inquiétude en découvrant Élodie attachée au poteau. « Mon Dieu !» murmura-t-il en accélérant le pas. « Que vous ont-ils fait ?» Il posa sa lanterne dans la neige et sortit un couteau de sa poche pour couper ses liens. Ses gestes étaient précis, expérimentés, mais empreints d'une douceur inattendue. « Vous êtes en hypothermie », constata-t-il en la libérant. « Il faut vous réchauffer immédiatement. » Élodie s'effondra dans ses bras, trop faible pour tenir debout. Elle sentit qu'il la soulevait sans effort, comme si elle ne pesait rien. « Qui êtes-vous » réussit-elle à articuler. « Gabriel » répondit-il simplement. « Gabriel Duret. Et vous, vous allez vivre. » Tandis qu'il l'emportait vers sa cabane cachée dans les bois, Élodie ferma les yeux, se laissant aller contre ce torse solide qui sentait le bois et la laine. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité entre les bras d'un homme. La cabane de Gabriel Duret apparut dans la lumière de la lanterne comme un havre de paix au cœur de la tempête. Construite en rondins de bois massif, elle semblait faire partie intégrante de la forêt qui l'entourait. De la fumée s'échappait de la cheminée en pierre, promettant la chaleur dont Élodie avait désespérément besoin. Gabriel poussa la porte d'un coup de épaule, tenant toujours Élodie dans ses bras. L'intérieur de la maison révéla un monde à la fois rustique et soigneusement organisé. Chaque objet semblait avoir sa place. Chaque détail témoignait d'une vie solitaire mais ordonnée. Des livres s'alignaient sur des étagères fabriquées main. Des outils étaient suspendus avec précision au mur. Et une grande cheminée crépitait doucement, diffusant une lumière dorée dans la pièce principale. « Il faut vous réchauffer immédiatement », dit Gabriel en la déposant délicatement dans un fauteuil près du feu. « Vos lèvres sont bleues et vous tremblez de façon inquiétante. » Il disparut quelques instants et revint avec une pile de couvertures en laine et une tasse fumante. « Buvez ça lentement », ordonna-t-il en lui tendant le breuvage. « C'est du thé au miel avec un peu de cognac. Ça va aider votre circulation. » Élodie accepta la tasse avec reconnaissance, ses mains tremblantes ayant du mal à la tenir. Le liquide chaud descendit dans sa gorge comme une bénédiction, réchauffant peu à peu son corps glacé. Gabriel l'enveloppa dans les couvertures avec des gestes précautionneux, évitant soigneusement de la toucher plus que nécessaire. « Votre bébé » commença-t-il, son regard se posant sur son ventre rond. « 7 mois » murmura Élodie. « Il va bien, je crois. Il bouge encore. » Gabriel hocha la tête, visiblement soulagé. « J'ai quelques notions de premier secours. Si vous ressentez des contractions ou des douleurs inhabituelles, prévenez-moi immédiatement. » Tandis que la chaleur revenait progressivement dans ses membres, Élodie observa son sauveur avec curiosité. Gabriel se déplaçait dans sa maison comme un fantôme silencieux, préparant un repas simple mais nourrissant sans jamais croiser vraiment son regard. Ses gestes trahissaient une habitude de la solitude, mais aussi une précision qui suggérait une formation médicale ou militaire. « Pourquoi étiez-vous dans la forêt à cette heure ?» demanda-t-elle finalement. Gabriel marqua une pause dans ses préparatifs. « Je ne dors pas beaucoup, je me promène souvent la nuit. Ça m'aide à réfléchir. Heureusement pour vous. » Il posa devant elle une assiette de soupe chaude et des tranches de pain fait maison. L'odeur délicieuse fit gronder l'estomac d'Élodie, qui réalisa qu'elle n'avait rien mangé depuis des heures. « Ces hommes qui vous ont fait ça ?» reprit Gabriel après un moment de silence. « Qui sont-ils » Élodie hésita. Pouvait-elle faire confiance à cet inconnu? Mais que risquait-elle de plus? Mon beau-frère et son frère, ils travaillent pour mon mari. Votre mari vous a fait attacher à un poteau dans la montagne par ce temps? La voix de Gabriel était neutre, mais Élodie perçut une tension sous-jacente. Thierry Belland, dit-elle, guettant sa réaction au nom. Vous le connaissez peut-être. Le visage de Gabriel se durcit imperceptiblement. De réputation, c'est un homme influent dans la région. Influent et respecté, ajouta amèrement Élodie. Personne ne me croirait si je racontais la vérité sur lui. Gabriel s'assit en face d'elle, ses yeux bleus la fixant avec une intensité troublante.
Quelle vérité! Pour la première fois depuis des mois, Élodie sentit qu'elle pouvait parler librement. Les mots sortirent comme un torrent longtemps contenu, les manipulations psychologiques, les humiliations quotidiennes, l'isolement forcé, les menaces voilées concernant le bébé. Gabrielle, elle, écouta sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus sombre. « Je n'étais qu'un arrangement », conclut-elle. Une épouse convenable pour renforcer sa respectabilité sociale. Mais il ne supporte pas que j'aie ma propre volonté, et vous avez décidé de fuir. J'ai décidé de sauver mon enfant, corrigea Élodie. Je ne veux pas qu'il grandisse dans cette atmosphère de contrôle et de peur. Gabrielle se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour observer la nuit. Ils vont vous chercher. Belande n'est pas du genre à laisser partir ce qui lui appartient. Je ne lui appartiens pas, protesta Élodie avec une véhémence qui la surprit elle-même. Gabrielle se retourna vers elle et pour la première fois, elle vit quelque chose s'adoucir dans son regard. Non, bien sûr que non. Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Il revint s'asseoir, mais cette fois plus près d'elle. Vous pouvez rester ici le temps nécessaire. Cette cabane est bien cachée et peu de gens connaissent pas son existence. Pourquoi m'aidez-vous? Demanda Élodie. Vous ne me connaissez pas et aider la femme de Thierry Belland pourrait vous causer des ennuis. Gabriel fut silencieux un long moment, ses yeux fixés sur les flammes de la cheminée. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. J'ai déjà perdu quelqu'un que j'aurais dû protéger. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Élodie sentit qu'il y avait une histoire douloureuse derrière ces mots, mais elle n'osa pas insister. L'homme qui l'avait sauvée portait ses propres cicatrices, et elle respectait son droit au silence. « Reposez-vous maintenant, » dit Gabriel en se levant. « La chambre d'amis est prête. Demain, nous réfléchirons à la suite. » Alors que Élodie se dirigeait vers la chambre indiquée, elle remarqua sur une étagère un cadre photo retourné et, à côté, un collier de femme soigneusement posé sur un mouchoir en dentelle. Gabriel suivit son regard et se raidit. « Bonne nuit », dit-il abruptement, mettant fin à toute conversation. Dans la petite chambre accueillante, Élodie s'allongea enfin dans un vrai lit, sous des couvertures propres et chaudes. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en sécurité. Pourtant, une question la taraudait. Qui était vraiment Gabriel Duret? Et quel secret cachait-il dans cette cabane perdue au cœur des Alpes? Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec la sensation étrange d'avoir dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de la petite chambre, créant des motifs dorés sur le plancher de bois ciré. Dehors, la tempête était calmée, laissant place à un paysage immaculé, où la neige fraîche scintillait comme des diamants. L'odeur du café et du pain grillé lui parvint depuis la cuisine, accompagnée du crépitement discret du feu dans la cheminée. Élodie se leva lentement, consciente de chaque mouvement de son corps encore endolori par la nuit passée attachée dans le froid. Son bébé bougeait paisiblement, comme s'il sentait lui aussi cette nouvelle sérénité. Elle trouva Gabriel dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec la même précision méthodique qu'elle avait observée la veille. Il portait une chemise en flanelle et un jean usé, ses cheveux encore humides, suggérant qu'il était levé depuis longtemps. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il sans se retourner, comme s'il avait senti sa présence. « Mieux, beaucoup mieux », répondit Élodie en s'asseyant à la table en bois massif. « Je vous dois la vie. » Gabriel posa devant elle une tasse de tisane fumante et une assiette garnie. « Tisane de framboisier », expliqua-t-il. « C'est bon pour les femmes enceintes. Quelqu'un me l'avait appris. » Il s'interrompit brusquement, comme s'il en avait trop dit. Élodie nota la façon dont il évitait certains sujets, construisant soigneusement ses phrases pour ne rien révéler de personnel. « Vous vivez seul ici depuis longtemps ?» tenta-t-elle. « 5 ans ?» répondit-il laconiquement. « Et avant ?» Gabriel s'assit en face d'elle avec sa propre tasse, mais son regard se perdit vers la fenêtre. Avant, était une autre vie. Le silence s'installa, ni confortable ni pesant, simplement chargé de non-dits. Élodie mangea lentement, savourant chaque bouchée de ce petit déjeuner simple mais délicieux. Elle remarqua que Gabriel ne touchait presque pas à sa nourriture, se contentant de boire son café en observant les alentours avec une vigilance constante. « Ils vont me chercher, dit-elle finalement. Je sais,
La question est, combien de temps avons-nous avant qu'il ne trouve cet endroit? Vous regrettez de m'avoir aidé? Gabrielle la regarda alors directement et elle fut frappée par l'intensité de ses yeux bleus. Non, jamais. Après le petit déjeuner, Gabrielle lui fit visiter la propriété. La cabane était plus grande qu'elle ne l'avait cru, avec plusieurs dépendances pour stocker le bois, les outils et les provisions. Un petit enclos abritait quelques chèvres et des poules, et elle aperçut les traces d'un potager sous la neige. « Vous êtes complètement autonome », constata-t-elle avec admiration. « Il le faut quand on vit si isolé », répondit Gabrielle. « La ville la plus proche est à 15 km, et en hiver, les routes sont souvent impraticables. » Ils revenaient vers la maison quand Gabrielle s'arrêta brusquement, fixant le sol près de l'enclos. Élodie suivit son regard et vit des empreintes dans la neige fraîche. Des empreintes de bottes, trop grandes pour être celles de Gabrielle, et qui ne menaient ni vers la route ni vers la cabane. « Quelqu'un est venu cette nuit », murmura Gabrielle, sa voix soudain tendue. Il suivit les traces qui contournèrent la propriété avant de disparaître dans la forêt dense. Élodie sentit son estomac se nouer. Avait-il déjà été découvert? Peut-être un randonneur égaré, suggéra-t-elle sans conviction. Gabrielle secoua la tête. Les randonneurs ne se promènent pas seuls dans la montagne par une nuit de tempête. Et ils ne font pas le tour d'une propriété sans frapper à la porte. De retour dans la cabane, l'atmosphère avait changé. Gabrielle vérifia discrètement les fenêtres, s'assura que tous les verrous étaient tirés. Il sortit d'un placard une radio portable et tenta de capter les informations locales. La voix du présentateur emplit la pièce. La disparition des Élodie Marchand-Belland continue de préoccuper les habitants de la région. Elle, épouse du respecté propriétaire terrien Thierry Belland, a quitté le domicile conjugal avant-hier soir, malgré sa grossesse avancée. Selon son époux, elle traverserait une période difficile liée à son état et pourrait représenter un danger pour elle-même et son enfant à naître. Toute personne ayant des informations, Gabrielle éteignit la radio d'un geste brusque. Il retourne la situation à son avantage, constata-t-il avec amertume. Comme toujours, soupira Élodie. Maintenant, si quelqu'un me trouve, ils penseront me rendre service en me ramenant chez lui. L'après-midi passa dans une tension grandissante. Gabrielle sortait régulièrement vérifier les alentours et Élodie le voyait scruter la forêt avec des jumelles depuis la fenêtre de sa chambre. Vers 16 heures, ils entendirent au loin le bruit caractéristique d'un hélicoptère. « Les recherches s'intensifient », murmura Gabrielle en observant l'appareil qui survolait la vallée. Élodie posa une main protectrice sur son ventre. « Et si je me rendais? Si j'acceptais de rentrer? Peut-être que quoi ?» l'interrompit Gabrielle. « Qu'il vous pardonnera votre tentative de fuite? Qu'il vous laissera tranquille désormais ?» La dureté de sa voix la surprit. Il y avait quelque chose de personnel dans sa colère, comme s'il parlait d'expérience. « Je ne peux pas vous mettre en danger à cause de mes problèmes, » dit-elle doucement. Gabrielle s'approcha d'elle, et pour la première fois, il posa une main rassurante sur son épaule. « Vous n'êtes pas responsable de la violence des autres, Élodie, ni de leur manipulation. » Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans un silence pensif, un détail attira l'attention de Élodie. Le chien de Gabrielle, un berger allemand âgé qu'elle avait à peine entrevu la veille, elle n'était nulle part en vue. « Où est votre chien ?» demanda-t-elle. Gabrielle leva les yeux de son assiette, soudain alerte. « Zeus ? Il devrait être... » Il se dirigea vers la porte et siffla. Pas de réponse. Il sortit dans la nuit froide, appelant l'animal. Élodie le suivit, inquiète. Ils fouillèrent les alentours pendant 1 heure avant de retrouver Zeus près de la lisière de la forêt, assis sagement comme s'il les attendait. Mais quelque chose clochait. Autour de son cou était noué un petit tissu blanc qu'Élodie reconnut immédiatement. Un morceau de lange pour bébé. Gabrielle détacha le tissu, son visage devenant livide dans la lumière de la torche. « Ils savent que vous êtes ici, » dit-il d'une voix blanche. « Et ils savent pour le bébé. » Le message était clair, ils étaient observés, et leur refuge haine était plus secret. Quelque part dans l'obscurité de la montagne, des yeux les épiaient, des voix planifièrent leur prochaine démarche, et le temps de la sécurité relative touchait à sa fin. Cette nuit-là, ni Élodie ni Gabrielle ne trouvèrent le sommeil. Ils restèrent assis dans le salon, les oreilles tendues vers le moindre bruit suspect, tandis que Zeus montait la garde près de la porte, visiblement perturbé par son aventure nocturne.
Le tissu de bébé reposait sur la table comme une menace silencieuse, rappelant constamment que leur cachette avait été découverte. « Il faut que vous partiez », dit finalement Gabriel vers 3 heures du matin. « Dès l'aube, je vous conduirai à la gare de Chamonix. Vous pourrez prendre un train pour Paris. » Disparaître dans l'anonymat de la capitale. Élodie secoua la tête. « Et vous? Que ferez-vous quand ils viendront vous interroger ?»« Je m'en sortirai. J'ai l'habitude de me débrouiller seul. Comme vous vous en êtes sorti avec votre épouse. » Les mots étaient sortis avant qu'Élodie puisse les retenir. Gabriel se figea, son visage devenant un masque impénétrable. Le silence qui suivit fut si lourd qu'elle regretta immédiatement sa question indiscrète. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Je n'avais pas le droit. »« Clémence, » dit Gabriel d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. Elle s'appelait Clémence. Il se leva et se dirigea vers la cheminée, fixant les flammes comme s'il y cherchait des réponses. « Nous étions mariés depuis 3 ans quand c'est arrivé. Elle était enceinte, comme vous. » Élodie sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant pourquoi Gabriel l'avait aidée si spontanément, pourquoi il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Elle aussi avait des ennuis avec sa famille, demanda-t-elle délicatement. Gabriel eut un rire amer. Non, Clémence était forte, indépendante. Elle ne se laissait jamais marcher dessus. C'est moi qui l'ai mise en danger. Il retourna s'asseoir, mais cette fois, il regardait Élodie droit dans les yeux. J était journaliste d'investigation. Je travaillais sur une affaire de corruption impliquant plusieurs notables de la région, dont certains membres de familles très influentes. Clémence me suppliait d'abandonner l'enquête, elle sentait que ça devenait dangereux. Mais vous avez continué. J était obsédé par la vérité. Je pensais que l'opinion publique avait le droit de savoir. Un soir, Clémence est partie faire des courses au village. Elle n'est jamais revenue. Élodie retint son souffle. Que s'est-il passé? Accident de voiture, selon le rapport officiel. Une route verglacée, un virage mal négocié. Mais moi, je savais. Les freins avaient été sabotés. Clémence et notre bébé sont partis à cause de mon entêtement. Gabriel s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. Élodie comprenait maintenant pourquoi il vivait en ermite, pourquoi chaque objet de la maison semblait figé dans le temps. C'est pour ça que vous avez abandonné le journalisme. J'ai tout abandonné. Après l'enterrement, je suis venu m'installer ici, dans cette cabane que nous avions achetée pour nos week-ends. Je pensais y rester quelques mois, le temps de faire mon deuil. Ça fait 5 ans. Et votre enquête? Gabriel eut un sourire sans joie, enterré avec eux. Personne ne s'est jamais soucié de la continuer. Élodie tendit la main vers lui, touchant brièvement ses doigts. Je suis désolé, Gabriel, mais sauver ma vie ne ramènera pas Clémence. Je le sais, mais peut-être que ça donnera un sens à sa disparition. L'aube pointait quand Gabriel se dirigea vers un placard que Élodie n'avait jamais vu ouvert. Il en sortit une boîte en métal qu'il posa sur la table avec précaution. « Avant de partir, il faut que vous sachiez quelque chose, » dit-il en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvèrent des documents jaunis, des photos, et une cassette audio que Gabriel tenait comme un trésor fragile. L'enquête sur laquelle je travaillais concernait un réseau de corruption qui impliquait des détournements de fonds publics, des chantages, des manipulations des élections locales. Au centre de tout ça, il sortit une photo qu'Élodie reconnut immédiatement. C était Thierry, mais plus jeune, serrant la main d'un homme en costume dans ce qui ressemblait à une cérémonie officielle. « Votre mari était l'un des principaux protagonistes », continua Gabriel. « Pas le cerveau de l'opération, mais un exécutant zélé. Il utilisait sa réputation et ses relations pour blanchir de l'argent sale. » Élodie examina la photo, puis les documents qui accompagnaient. Des relevés bancaires, des contrats de vente de terrain, des lettres. Tout un dossier qui mettait en lumière les activités douteuses de celui qu'elle avait épousé. « Pourquoi me montrez-vous ça maintenant ? Parce que vous avez le droit de savoir qui est vraiment l'homme dont vous fuyez, et parce que... » Gabriel hésita. Parce que Clémence avait découvert quelque chose de plus grave encore. Il inséra la cassette dans un vieux magnétophone. La voix qui s'éleva était douce et déterminée, manifestement celle d'une femme habituée à s'exprimer clairement. « Gabriel, si tu écoutes ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. J'ai découvert pourquoi Thierry Belland et ses associés sont si déterminés à faire taire ton enquête. Il ne s'agit pas seulement de corruption financière, ils font disparaître les femmes qui les gênent. »
Élodie sentit le sang se glacer dans ses veines. La voix de Clémence continua. J'ai retrouvé la trace de 3 épouses de membres du réseau qui ont officiellement disparu au cours des 10 dernières années. Toutes avaient des biens importants. Toutes posaient des questions embarrassantes. Marie-Claire Dumont, Isabelle Rousseau, Sylvie Marchand. Marchand ? s'écria Élodie. Mais c'est mon nom de jeune fille ? Gabriel arrêta la cassette. Sylvie Marchand était votre sœur aînée, n'est-ce pas ? Élodie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle est partie quand j'avais 15 ans. Mes parents disaient qu'elle avait rencontré un homme et qu'elle était partie vivre à l'étranger. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles. Selon mes recherches, elle avait épousé un associé de Bellinde, un homme qui a hérité de tous ses biens après sa disparition. La vérité frappait Élodie comme un coup de massue. Son mariage avec Thierry N n'était pas un hasard. Il l'avait choisie précisément parce qu'elle était la sœur de Sylvie, pour boucler la boucle, effacer les dernières traces de son crime. « Il va me tuer », murmura-t-elle. « Dès que le bébé naîtra, il va me faire disparaître comme les autres. » Gabriel referma la boîte et se leva. « Non, pas si nous prenons les devants. » « Que voulez-vous dire ?» Un sourire déterminé éclaira le visage de Gabriel pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Que 5 ans de silence, c'est largement suffisant. Il est temps de reprendre l'enquête et de rendre justice à toutes ces femmes. » Dehors, le jour se levait sur les montagnes enneigées, mais pour Élodie, ça était comme si une nuit de 5 années touchait enfin à sa fin. Les heures qui suivirent cette révélation bouleversante furent un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Gabriel avait sorti tous ses dossiers, transformant la table de la cuisine en quartier général d'une enquête qui avait été interrompue trop brutalement 5 ans plus tôt. Élodie, malgré le choc d'apprendre la vérité sur le sort de sa sœur, se révéla être une alliée précieuse, capable de fournir des détails sur les habitudes et les relations de Thierry que Gabriel n'aurait jamais pu obtenir autrement. « Il a un coffre-fort dans son bureau », expliqua Élodie en étudiant les plans de la propriété Bellan que Gabriel avait conservé. « Il pense que je ne l'ai jamais remarqué, mais je l'ai vu l'ouvrir plusieurs fois. La combinaison et la date de naissance de sa mère, 15-04-38. » Gabriel nota cette information précieuse. Et les documents qu'il y garde, des contrats, des actes de propriété et un carnet noir qu'il consulte souvent. Je n'ai jamais pu voir ce qu'il contenait, mais il le manie toujours avec beaucoup de précaution. C'est probablement là qu'il consigne ses transactions douteuses, murmura Gabriel. Si nous pouvions mettre la main sur ce carnet, c'est de la folie, protesta Élodie. Vous ne pouvez pas retourner là-bas. C'est exactement ce qu'ils attendent. Gabriel leva les yeux de ses notes. Je n'ai pas l'intention d'y aller seul, et surtout pas de façon frontale. Il se dirigea vers son ordinateur portable, un modèle ancien mais fonctionnel qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Ses doigts retrouvèrent instinctivement les réflexes du journaliste qu'il avait été. « J'ai gardé contact avec quelques personnes fiables », expliqua-t-il en tapant des messages. Des journalistes indépendants, un avocat spécialisé dans les affaires de corruption et surtout, il marqua une pause, un sourire mystérieux aux lèvres. Surtout, le commissaire Bertrand Rousseau, le frère d'Isabelle, l'une des femmes disparues. Il n'a jamais cru à la version officielle de la disparition de sa sœur. Si quelqu'un peut nous aider à organiser une intervention légale, l'après-midi fut consacré à établir des contacts et à coordonner un plan d'action. Gabriel, redevenu le journaliste méticuleux d'autrefois, orchestrait chaque détail avec une précision qui impressionnait Élodie. Mais ce qui l'a frappé le plus, était la transformation de cet homme. Le fantôme brisé qu'elle avait rencontré cédait la place à un combattant déterminé, animé par une soif de justice trop longtemps réprimée. Vers 16 heures, le téléphone satellite de Gabriel sonna. La conversation fut brève, mais intense. « Rousseau arrive ce soir avec une équipe restreinte », annonça-t-il après avoir raccroché. « Il a obtenu un mandat de perquisition basé sur les éléments que je lui ai transmis. Mais, il y a un problème. Thierry a déclaré que vous souffriez de troubles psychologiques liés à votre grossesse. Il a obtenu un ordre de placement en observation psychiatrique. Si les forces de l'ordre vous trouvent, elles seront obligées de vous conduire à l'hôpital et de là, Thierry pourra facilement organiser ma disparition, compléta Élodie, le cœur battant. Exactement. Nous devons donc agir avec une extrême prudence. C'est alors qu'un bruit de moteur se fit entendre au loin.
Gabrielle bondit vers la fenêtre, jumelle en main. Un 4x4 noir remontait le chemin forestier, encore loin mais se dirigeant droit vers la cabane. « Ils ont trouvé l'accès », constata Gabrielle. « Nous n'avons que quelques minutes. » Il se précipita vers un panneau du mur que Élodie n'avait jamais remarqué. D'une pression habile, il révéla une cache secrète contenant des sacs de voyage pré-préparés et une sortie dérobée. Clémence et moi avions prévu cette éventualité quand nous avons aménagé la cabane, expliqua-t-il rapidement. Ce passage mène à une grotte naturelle à 50 mètres d'ici. Nous pourrons nous y cacher jusqu'à l'arrivée de Rousseau. Ils rassemblèrent rapidement les documents les plus importants. Gabrielle détruisit méthodiquement les traces de leur présence récente, tandis qu'Élodie, malgré son état, l'aidait du mieux qu'elle pouvait. « Gabrielle, dit-elle soudain, s'arrêtant au milieu de leurs préparatifs. Et si nous nous trompions? Et si Thierry avait vraiment changé, si... Regardez-moi, ordonna Gabrielle en posant ses mains sur ses épaules. Votre instinct vous a poussé à fuir. Votre sœur a disparu. 3 autres femmes ont subi le même sort. Ce ne sont pas des coïncidences. Le bruit du moteur se rapprochait dangereusement. Gabrielle prit Élodie par la main et l'entraîna vers le passage secret. Ils venèrent de disparaître dans l'obscurité du tunnel quand les premières voix se firent entendre devant la cabane. Dans la grotte humide et froide où ils s'étaient réfugiés, Élodie sentit soudain une douleur familière traverser son ventre. Elle retint un gémissement, espérant que ce n'était qu'une fausse alerte, mais la douleur revint, plus intense. « Gabrielle » murmura-t-elle. « Je crois que le bébé arrive. » Le visage de Gabrielle se décomposa. Dehors, ils entendirent les voix de Gaspard et Luc qui fouillaient la cabane, cherchant des indices de leur présence. Et maintenant, Élodie entrait en travail, dans les pires conditions possibles. « Combien de temps entre les contractions ?» chuchota Gabrielle. « 5 minutes, peut-être moins. » Gabrielle sortit son téléphone satellite et tenta de joindre le commissaire Rousseau. Pas de signal dans la grotte. Il fallait choisir, rester caché et risquer que l'accouchement se passe mal, ou sortir et risquer d'être capturé. C'est alors qu'ils entendirent une 3e voix, plus froide, plus autoritaire. Thierry était arrivé. « Elle ne peut pas être loin, » disait-il. « Avec son état, elle n'a pas pu aller bien loin. Fouillez la forêt, tous les abris possibles, et trouvez-moi ce Gabriel Duret. »« Et s'il résiste ?» demanda la voix de Gaspard. « Duret a déjà causé assez d'ennuis il y a 5 ans. Cette fois, nous nous assurerons qu'il ne recommencera pas. » Élodie étouffa un cri quand une nouvelle contraction, plus forte que les précédentes, la traversa. Le travail s'accélérait. Gabrielle comprit qu'il n'avait plus le choix. « Élodie » murmura-t-il en la regardant droit dans les yeux. « Je vais sortir créer une diversion. Quand ils me poursuivront, vous retournerez à la cabane et vous appellerez Rousseau avec la radio. Non, je ne vous laisserai pas faire ça. Il le faut. Votre bébé a besoin d'aide médicale et nous ne pouvons pas l'avoir ici. » Gabrielle lui tendit la cassette de Clémence et les documents les plus compromettants. « Si quelque chose m'arrive, donnez tout ça à Rousseau. Promettez-le-moi. » Élodie serra les documents contre elle, les larmes aux yeux. « Promis. Mais Gabrielle, revenez-moi. Nous ne sommes pas allés si loin pour que tout s'arrête maintenant. » Gabrielle sourit tristement et déposa un baiser sur son front. « Prenez soin de vous et de ce bébé. Il va naître libre, Élodie. C'est tout ce qui compte. » Alors qu'une nouvelle contraction la pliait en deux, Élodie entendit Gabrielle sortir de la grotte et crier dans la nuit. « Bélande, c'est moi que vous voulez. Je suis là. » Le piège se refermait, mais cette fois, ce n'était plus seulement une fuite. C'était le début de la bataille finale pour la vérité et la justice. Les cris de Gabrielle résonnèrent dans la nuit froide comme un signal de guerre. Élodie l'entendit courir à travers la forêt, suivi de près par les pas lourds de ses poursuivants. Le plan fonctionnait. Thierry et ses hommes s'éloignaient de la grotte, laissant la voie libre. Mais chaque seconde qui passait rendait les contractions plus intenses, plus rapprochées. Serrant les documents contre elle, Élodie sortit péniblement de sa cachette et retourna vers la cabane. La porte était restée ouverte, et l'intérieur avait été mis sens dessus dessous par la fouille de Gaspard et Luc. Elle se dirigea directement vers la radio de Gabrielle, ses mains tremblant autant de douleur que d'urgence. « Commissaire Rousseau, ici Élodie Marchand » haleta-t-elle dans le micro. « Gabriel Duret a besoin d'aide immédiatement. Ils le poursuivent dans la forêt près de sa cabane.
La réponse arriva quelques secondes plus tard, parasitée mais audible. « Madame Marchand, ici Rousseau. Nous sommes à 2 kilomètres de votre position. Tenez bon, nous arrivons. » Une nouvelle contraction la plia en deux, si violente qu'elle dut s'accrocher à la table pour ne pas tomber. Le bébé n'attendrait pas l'arrivée des secours. Elle fouilla dans les tiroirs de Gabriel, trouvant des serviettes propres et une trousse de premiers secours. Ses cours de préparation à l'accouchement lui revinrent en mémoire, mélangés à la panique et à l'adrénaline. Au loin, elle entendait encore les voix qui s'interpellaient dans la forêt. Puis, soudain, un coup de feu retentit. Son cœur s'arrêta. Gabriel, elle voulut sortir, mais une contraction plus forte que les autres la cloua sur place. Son corps avait pris le contrôle, et il n'y avait plus moyen de reculer. C'est dans cette cabane isolée, entourée par les échos d'une poursuite qui déciderait de leur sort, que Élodie donna naissance à son enfant. Seule, guidée par un instinct millénaire et par l'amour inconditionnel qu'elle portait déjà à ce petit être. Quand les premiers cris du nouveau-né emplirent la pièce, elle pleura de soulagement et de joie mêlée. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle en serrant son fils contre elle. « Tu es libre. Tu es né libre. » C'est à ce moment précis que la porte de la cabane s'ouvrit. Élodie leva les yeux, s'attendant à voir Thierry ou ses hommes, prêts à défendre son enfant coûte que coûte. Mais c'est Gabriel qui apparut, soutenu par un homme en uniforme qu'elle identifia comme le commissaire Rousseau. « Gabriel, est-ce » écria-t-elle. « Vous êtes vivant. » Il s'approcha d'elle, boitant légèrement, une entaille sur le front mais le sourire aux lèvres. Rousseau et son équipe sont arrivés juste à temps. Thierry et ses hommes sont en état d'arrestation. Le commissaire Rousseau, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants, s'approcha respectueusement. « Madame, nous avons trouvé le carnet noir dont vous parliez. Grâce aux informations de M. Duret et aux documents que vous avez conservés, nous avons de quoi inculper votre mari et son réseau pour corruption, chantage et... disparition suspecte. » Élodie serra son bébé plus fort. « Et ma sœur Sylvie ? Nous avons rouvert l'enquête. Avec les nouveaux éléments, je suis confiant, nous découvrirons ce qui lui est arrivé, et justice sera rendue. » Gabriel s'agenouilla près de Élodie et de l'enfant. « Comment va-t-il ? » ?»« C'est un garçon et il va très bien, » répondit-elle avec fierté. « Il est né à l'heure exacte où vous mettiez fin à cette injustice. Je crois que c'est un signe. » L'ambulance arriva 20 minutes plus tard, suivie de près par une équipe de journalistes que Rousseau avait alertés. L'histoire des Élodie, de Gabriel et du réseau Belland allait faire la une des journaux nationaux. Mais pour l'instant, tout ce qui comptait, était cette nouvelle vie qui reposait paisiblement dans les bras de sa mère. À l'hôpital, pendant que Élodie et son fils étaient examinés par les médecins, Gabriel reçut un appel qui allait changer le cours de sa vie. C était le rédacteur en chef du journal pour lequel il avait travaillé avant la tragédie. « Gabriel, j'ai suivi l'affaire Belland. Nous voulons que tu reviennes, pas seulement pour couvrir cette histoire, mais pour reprendre ta place. Le journalisme d'investigation a besoin d'hommes comme toi. » Gabriel regarda à travers la vitre de la chambre où Élodie berçait son fils. « Je vais y réfléchir, » répondit-il. « Mais d'abord, j'ai une promesse à tenir. » 3 mois plus tard, Gabriel et Élodie se tenaient devant la tombe de Clémence. Le petit Théo, comme Élodie avait décidé d'appeler son fils, dormait paisiblement dans ses bras. Gabriel déposa un bouquet de fleurs blanches sur la pierre tombale. Elle aurait aimé savoir que sa disparition a finalement servi à sauver d'autres vies, murmura-t-il. Élodie posa sa main libre sur l'épaule de Gabriel. Elle le sait. Et elle sait aussi que vous avez trouvé le courage de revivre. Le procès de Thierry Belland et de son réseau avait fait sensation. Condamné à 15 ans de prison pour corruption, chantage et complicité de disparition suspecte, l'homme qui avait terrorisé tant de femmes n'effraierait plus personne. Les familles des victimes avaient enfin obtenu des réponses, et le scandale avait mené à une vague d'enquêtes sur la corruption rurale dans toute la France. Gabriel avait effectivement repris le journalisme, mais à ses conditions. Il dirigeait maintenant une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, financée en partie par les dédommagements obtenus lors du procès. Élodie, quant à elle, avait retrouvé sa vocation d'institutrice et enseignait dans une école de montagne, non loin de la cabane qui les avait protégés. « Et nous ?» demanda Gabriel un soir, alors qu'ils regardaient Théo jouer sur le tapis de la cabane qu'ils avaient décidé de garder comme résidence secondaire.
Élodie sourit. Nous apprenons à nous connaître sans la peur, sans la fuite, sans les secrets. Nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient vraiment. J'aimerais que ce soit pour toujours, confessa Gabriel. Alors faites que ce le soit, répondit-elle en se blottissant contre lui. Dehors, la neige recommençait à tomber sur les Alpes françaises, mais cette fois, elle ne représentait plus une menace. Était juste de la neige, belle et pure, qui recouvrait un paysage où deux âmes blessées avaient trouvé la guérison dans l'amour et la justice. Le petit Théo poussa un gazouillis heureux, et ses parents comprirent que parfois, les plus belles histoires commencent là où on pensait que tout finissait. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élodie et Gabriel vous a touché au cœur. Cette histoire de courage, d'amour et de justice nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître. Pour découvrir d'autres récits tout aussi captivants, nous avons préparé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre « J'aime ». Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie humaine, l'amour, le courage et la rédemption. Ne manquez pas nos prochains contenus et dites-nous en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. Nous vous attendons dans les commentaires et surtout, n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour changer sa vie et celle des autres. À bientôt pour de nouvelles aventures émotionnelles.